Salut à toutes et à tous. Pour le live coding de cette semaine, on va faire une révision en langage C sur les sur le suivant. Les tableaux, les boucles, les pointeurs, passage par valeur, le passage par référence, la récursivité. Donc, on va faire un peu de code et du tournage à la main, en quelque sorte une révision des notions les plus importantes pour les étudiants qui sont C25 ou Learning School. Pour ne pas avoir des lacunes pour les prochaines semaines. Donc, on va juste attendre une minute, le temps que tout le monde se connecte. Donc, on reprend. Euh, on va commencer. Tac, je vais repartager mon écran. Tac. Voilà, après, ça doit être bon. Et du coup, on va commencer par les tableaux. Donc, première chose, on va faire un peu de code et un peu du tournage à la main. Include H int main. Tac, tac. Donc, je vais vous montrer quelques petits détails, faire vite, avec les boucles, mais quelques petits détails avec la boucle for, que peut-être des fois auxquels on ne fait pas gaffe, ou des fois on a juste l'impression qu'on fait juste de l'incrémentation. Bon, on peut faire plus de choses que ça avec les boucles, en tout cas. Et du coup, les exemples des codes prédéfinis. Euh, donc, disons qu'on a déjà copié collé du code pour gagner du temps. J'ai déjà préparé. Tac. Disons qu'on a ce tableau. Donc, c'est un tableau d'entier. C'est un tableau qui contient 11 éléments. Et c'est un tableau d'entier. Donc, il contient de 10 à 20 inclus. Et on a un compteur i. Donc, i, ben, généralement, on déclare la variable ici, on l'initialise ici, et après on fait l'incrémentation ici. On fait i++. Bon, les éléments sont d'indice 0 jusqu'à 10 inclus. Et du coup, pour les parcourir, il faut parcourir de 0 à 11 exclus. Du coup, on va
imprimer ça, on voit bien que sur l'output, on a de 0 à 20. Ce qu'on peut faire, c'est que cette partie-là de la boucle est optionnelle. Je peux mettre ici, i est égal à 0, je peux mettre la déclaration terme de i ici. On voit bien que si on n'a plus rien, on va voir si ça marche, et c'est bon, ça marche. Pareil pour l'incrémentation, la décrémentation d'un compteur. Euh, on peut pas le mettre ici. Des fois, vous aurez besoin d'incrémenter peut-être par un ou par 2, par 3, voilà, d'incrémenter ou de décrémenter selon les conditions à l'intérieur de la boucle. Là, on ne peut plus mettre l'incrémentation ici. Donc, selon les conditions, peut incrémenter à l'intérieur de la boucle. Ah, voilà. Tac, donc là, on peut faire X++. Plutôt. Comme ça, on a l'impression que ça devient une boucle while, mais juste pour vous montrer qu'on peut faire ça avec une boucle for. On exécute et ça marche toujours. Si par exemple, euh, juste imprimer les nombres pairs, dans ce cas-là, on peut incrémenter par 2. Donc i plus égal à 2. Je peux le mettre ici, comme je peux la mettre à l'intérieur de la boucle. Dans ce programme, dans cet exemple, ça ne change rien. On va bien voir. Parce que là, le compteur, il va être 0, après il va être 2, donc 0 pour la 10, tac, 11, 12, donc il fait 2 étapes, 2 pas plutôt, plus 2, donc tac, tac, 14, plus 2, tac, tac, 16, tac, tac, 18, et 19, 20. Et puisque i est inférieur à 11, donc puisqu'on parcourt de 0 à 10, donc on peut imprimer le 20. Comme on peut bien voir ici, dans l'output. On peut aussi imprimer le tableau à l'envers. Ça veut dire que ça commence du 10 et ça s'arrête quand ça devient 0. Je peux l'appeler 0. Il m'en manque. Et dans ce cas-là, hop, on l'affiche à l'envers. Donc 20, 19, 18, tac, 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 jusqu'à 10. Si on veut juste imprimer des nombres impairs dans un ordre descendant, on peut déduire à chaque fois 2. Pour le décrémenter, de déduire à 1, on peut faire moins égal à 2. Tac. Donc, si vous avez des doutes sur cette expression, c'est exactement une sorte de raccourci de cette expression-là. I est égal à I moins 2. Si on fait I est égal à O, I est égal à I plus X, c'est la même chose que I plus égal à X. Si on fait de la soustraction, c'est pareil. La multiplication, c'est pareil. Donc, je voulais vous montrer ces petits détails dans une boucle for, parce que la plupart du temps, on a l'impression qu'on fait juste de l'incrémentation par 1, où on ne peut pas faire de l'incrémentation à l'intérieur. Des fois, comme je vous dis, vous rencontrez des problèmes ou des cas où on ne sait pas à l'avance par combien on va incrémenter ou décrémenter. Donc, dans ce cas-là, selon les conditions qu'on va mettre à la fin de la boucle, on peut dire if telle condition est valide, on va incrémenter par 2. If telle condition est valide, on va incrémenter par 3. Ainsi de suite.
Euh, donc ça, c'est pour les boucles et les arrays. Tac. Euh, on va aller voir là les pointeurs, passage par valeur, passage par référence. Donc ça, c'est un sujet très important. Donc, je vais commencer par un truc simple. C'est des H. Rien. Je peux ne rien mettre quand je fais un petit peu void ici, ça ne change rien. Euh, Donc, je vais déclarer une variable qui s'appelle n est égal à 20, par exemple. Et là, je vais faire printf la valeur de n est égale pourcentage d, tour à la ligne, n. Tac, je copie cette ligne, changer la valeur de n 30, imprimer de nouveau et faire étendre. Donc là, on est sur un truc vraiment simple. Ce que ça donne, que là, on a déclaré une variable n est égal à 20, on imprime sa valeur, on a la valeur de n est égale à 20, on change sa valeur, ça devient 30, on imprime de nouveau pour tester si n a bien pris en compte la nouvelle valeur, et c'est le cas, parce que là, on voit bien que n est égal à 30. Disons que je vais avoir beaucoup plus de logique dans cette fonction. Je vais avoir plus de logique, tac, 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 plus d'opérations à faire. Et je ne peux plus mettre toute la logique de mon programme dans la même fonction. C'est pour ça que je vais mettre la logique dans une autre fonction. Donc, disons que je fais une fonction qui s'appelle change number, qui va prendre x comme un entier. Et là, ce que je veux faire, c'est changer la valeur de x. X est égal à 99. Donc là, au lieu de changer la valeur de n directement ici, ce que je vais faire, c'est change number. Donc, je vais la changer à travers cette fonction-là. Là, pour récapituler de nouveau, donc on a dans le main n est égal à 20, on va voir la valeur de n, la valeur initiale, donc il est censé être 20 toujours. On appelle la fonction change number, on lui passe n, parce qu'elle est censée changer la valeur de n à 99. Et par la suite, on va voir de nouveau la valeur de n, si elle a bien changé ou pas. Tac, et on voit bien que la valeur de n reste la même. Peut-être qu'il y a quelque chose dans notre programme qui ne se passe pas bien. On va faire un print ici, la valeur de x. Je vais l'appeler. Parce que dans la fonction changeNumber, on n'a pas de n, on a la variable x. Donc, on va voir ce que ça donne. Tac. Euh, Ah oui, c'est normal. Ça va mettre x ici. Là, on voit bien que la valeur change dans la fonction changeNumber, mais ne change pas dans la fonction main. Pourquoi? Parce qu'on a fait un passage par valeur. Donc, c'est comme si on a dit int x égale 20. C'est pas littéralement ça, mais pour vous simplifier, c'est comme si on a fait int x égale à 20. Dans la fonction changeNumber, x est égal à 99. Après, la valeur de x égale à 99. Et c'est tout. Donc, la fonction, avec cet exemple de code, la fonction changeNumber ne va pas vraiment changer la valeur de n qui vient de main.
parce qu'elle ne peut pas accéder à n. Par contre, si on veut vraiment changer la valeur de n à partir de cette fonction-là, change number, dans ce cas-là, on ne doit plus passer n en tant qu'entier, parce que si on passe en tant qu'entier, on fait un passage par valeur. On passe juste la valeur d'un entier. Si on veut que la fonction changeNumber change une variable qui ne fait pas partie de son scope, donc son scope, c'est la zone dans laquelle des variables elle peut accéder, donc qui est intérieure à ces accolades, ce cas-là. Donc, si on veut que la fonction changeNumber puisse changer des valeurs d'autres variables, il faut qu'on lui dit bah, telle variable existe dans telle case. Et pour dire ça en code, pour dire à telle fonction, par exemple, tu dois accéder à tel endroit parce que la variable est dans telle place dans la mémoire. Pour traduire ça en code, on doit lui dire, bah, on doit lui donner littéralement l'adresse de la variable. Donc, dans ce cas-là, on ne doit plus passer n, on doit lui passer l'adresse de n. Et pour rappel, puisque cela est aussi une sorte de révision, donc le ampersand, c'est un opérateur qui nous permet, je vais agrandir un peu, zoomer un petit peu plus, c'est un opérateur qui nous donne l'adresse d'une variable. Dans ce cas-là, on passe l'adresse de n à la fonction changeNumber. Mais là, on va avoir un problème. C'est bizarre. Bon, ça doit pas passer. Parce que là, ça doit pas compiler normalement. Ça a compilé. Mais là, on passe l'adresse et non plus l'entier. Donc, dans ce cas-là, on doit passer dans de change number un pointeur. Pourquoi? Parce que un pointeur, c'est le type de variable qui peut prendre une adresse mémoire d'une autre variable. Parce que tout simplement, un pointeur est une variable qui prend l'adresse mémoire d'une autre variable. Puisqu'on veut passer l'adresse de n, donc c'est comme si on dit int astérisque x égale adresse de n en gros. Et on ne peut pas passer l'adresse de quelque chose à une variable qui n'est pas un pointeur. Donc, il doit être un pointeur qui pointe vers le même type de l'adresse de l'élément auquel il va pointer. Parce que x est un pointeur sur un entier. Donc, il ne peut prendre que les adresses mémoire des entiers. On ne peut pas lui passer l'adresse mémoire d'un autre type. Et du coup, c'est comme si on a fait comme ça. Et pour changer la valeur de n à partir de ce pointeur, ben, ça ne marche plus cette expression. Donc, on doit faire un déréférencement. Parce que x, il contient l'adresse mémoire de, de n valeur. Mais si on veut accéder littéralement à la valeur de la variable, donc à 20, donc on doit faire étoile x pour déréférencer le pointeur. Étoile x nous mène vers 20. Parce que x tout seul contient l'adresse mémoire qui nous mène vers quelque chose en hexadécimal qui n'est pas très lisible. Si on veut accéder à la valeur de la variable, à partir d'un pointeur, on fait un déréférencement, donc astérisque, le nom du pointeur. Donc dans ce cas-là, astérisque x. Et pour mieux le nommer, on peut l'appeler ptr. Ça devient plus clair. Et là, on peut écrire la nouvelle valeur de n est égale
étoile PTR. Et là, on va tester. Ça doit être bon normalement. Donc, c'est le cas. Pour résumer de nouveau, donc, int main machin, n est égal à 20, n est un associé à 20. La valeur de n est égale à 20, comme vous voyez ici. On va appeler la fonction changeNumber. On lui passe l'adresse mémoire de n. Donc là, on dit à la fonction, tiens, l'adresse, tu peux accéder à l'espace mémoire où n existe dans la mémoire de l'ordinateur. En gros, c'est ça, littéralement. Si on peut traduire ce code-là. Donc là, la fonction changeNumber, elle sait où n existe dans la mémoire. Puisqu'on va passer une adresse, donc la variable qui peut tenir une adresse mémoire comme valeur est un pointeur. On ne peut pas donner une adresse mémoire à un caractère ou à un entier. Donc dans ce cas-là, on doit déclarer pointeur sur entier. Comme si, en gros, et ça. OK. Et du coup, maintenant, PTR il contient comme valeur, il a comme valeur l'adresse mémoire de n. Et du coup, pour accéder à à la valeur de n, donc pour accéder à 20, pour qu'on puisse la récupérer ou la changer, on fait un déréférencement avec le pointeur. Donc, étoile PTR, ou tout ça, mène vers 20. Et c'est-à-dire que ça nous, puisqu'il nous mène vers ça, donc il peut changer, il peut le changer. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on le change déjà. Étoile PTR égale à 99, c'est comme si on a écrit en gros n égale à 99. C'est la même chose. Et ça, c'est bon pour cette partie-là. Pour voir les doubles pointeurs, faire, et on va compliquer un peu les choses, mais juste pour l'exemple. Donc, ça n'a pas vraiment d'utilité, mais juste pour vous montrer l'utilisation des doubles pointeurs aussi. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est on va déclarer une autre variable qui s'appelle calc fr. Euh, tac, tac. Donc, au lieu de changer, par exemple, la valeur de n à partir de changeNumber, disons que changeNumber, il y a plein d'opérations dedans que je vais faire. Et j'ai beaucoup plus d'instructions, de logique, donc je ne peux plus mettre toute ma logique dans la même fonction. Et après, en gros, une bonne pratique, une fonction euh, doit tenir, doit représenter une seule procédure et une seule opération logique. Donc, elle ne doit pas prendre en compte plusieurs opérations, plusieurs calculs. Faire comme ça plutôt. Euh, Et pour cet exemple-là, on ne va pas changer la valeur de n à partir de changeNumber, donc on va la changer à partir de la fonction newFN. Donc on va garder, pour le main, on va garder la même chose. Et dans la fonction changeNumber, j'ai appelé newFN et je vais lui passer l'adresse de PTR. Et puisque PTR est déjà, PTR est déjà un entier, donc, quand je dis je passe l'adresse de quelque chose, c'est-à-dire pointeur qui pointe vers le type de ça. Donc, c'est un pointeur qui pointe vers un pointeur sur un entier. Tac. Dans ce cas-là, ben, je peux l'appeler pptr. Et puisque j'ai passé l'adresse mémoire d'un pointeur, donc quand je dis adresse mémoire, la seule
Le seul type de variable qui peut porter une adresse mémoire est un pointeur. Donc, il doit pointer sur quoi? Il doit pointer sur ce type-là, un pointeur sur un entier. Donc, dans ce cas-là, on a un pointeur qui pointe sur un pointeur sur un entier. Du coup, on peut déréférencer PPTR pour changer la valeur de n. 999. Tac, je lance mon code et c'est bon. On voit bien que la valeur change. Parce que là, pour reprendre le code, en gros, ce qu'on a, c'est n est égal à 22. On affiche la valeur de n en a 22. On appelle la fonction changeNumber, on lui passe l'adresse de n. Tac, la fonction changeNumber qui prend un pointeur sur un entier, donc qui prend l'adresse mémoire d'un entier. Et elle va faire quoi? Elle va appeler la fonction newFN qui elle-même prend l'adresse mémoire d'un pointeur sur un entier. Donc, c'est-à-dire, on comme paramètre double pointeur sur un entier. Donc, PPTR est un pointeur qui porte l'adresse. Bon, PPTR est un pointeur qui porte l'adresse de PTR et PTR est un pointeur qui porte l'adresse de N. Du coup, de N qui peut nous mener vers la valeur. C'est pour vous simplifier la compréhension. Donc, n qui a initialement est égal à 22, pardon. Donc, on vient passer son adresse de n à un pointeur qui s'appelle pptr. Et ptr, pardon, et ptr, on a passé son adresse à un double pointeur qui s'appelle pptr. Donc, on peut, à partir de ça, accéder à la valeur de n. Si ce n'est pas encore très clair, ce que je vais faire, qui est de mieux visualiser les choses. Tac. Il y a pas de Victor. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce site, c'est un site qui nous permet de faire du tournage à la main. Donc, on peut faire du C, C++, Java, Python. Tac. Il est doté d'un compilateur GCC déjà par défaut. Je mets mon code, je clique sur Visualize, qui veut compiler, il ne doit pas avoir d'erreur. Et là, il va faire le tournage à la main. Donc, on a ici les boutons pour, euh, pour voir qu'est-ce qui se passe étape par étape. Donc, la flèche rouge représente la ligne qui va être exécutée et la flèche verte représente la ligne qu'on vient juste d'exécuter. Puis là, on va faire, regardez bien le stack. Donc, ça représente ce qui est déclaré dans la mémoire. Et ce qui va être affiché va être bon, ce qui va être affiché dans le standard output mal, quand on travaille sur un terminal, sera affiché ici, donc dans cette case. Donc, n est égal à 22, tac, on va afficher la valeur de n, on voit bien, la valeur de n est égale à 22. On va appeler la fonction changeNumber et on va lui passer l'adresse de n. Donc, ptr, celui-là, il va avoir quoi comme valeur? Il va avoir l'adresse de n. Donc, il va accéder où n existe dans la mémoire. Tac, pointer to integer. Donc, il peut pointer sur n, parce que n est un integer. Tac, on voit bien qu'il pointe vers là. Là, il va dans la fonction changeNumber, donc on va appeler la fonction newFN.
Tac, new FN, on lui passe l'adresse d'un pointeur sur un pointeur sur un entier. Donc PPTR, il peut prendre l'adresse de PTR comme valeur. Tac. Et c'est le cas. Donc c'est ce qui se passe. Donc la fonction UFN, on a PPTR qui a un double pointeur sur entier, qui pointe, qui a comme valeur donc l'adresse de PTR, donc il pointe vers où elle existe dans la mémoire. Et PTR, pardon, qui a un pointeur qui pointe vers N, à partir de PPTR, tac, on passe ici, et de PTR, on peut aller jusqu'à N, et du coup, on peut accéder à cette case où la valeur de N existe, et puisqu'on peut accéder à cet espace mémoire, on peut le changer. Donc, c'est ce qu'on fait littéralement. Tac, tac, donc c'est ce qui s'est passé déjà. Tac, tac, et là, tac, ça va changer la valeur. Hop, hop, hop. Et on a fini. Et la valeur de n a bien changé. Sauf que si je reprends mon premier exemple, qui sont les pointeurs, je vais refaire un exemple avec un pointeur simple pour les personnes peut-être qui n'ont pas très bien compris la chose. Donc là, toile PDR égale à 199. Là, je vise un pointeur simple. Tac, donc n est égal à 22. On affiche la valeur de n est égale à 22. On appelle la fonction changeNumber auquel on va passer l'adresse mémoire de n. Tac, donc PTR va pointer vers ça. Et on va déréférencer PTR. Donc c'est comme si on a écrit n est égal à 999. Donc quand on déréférence PTR, c'est comme si on récupère ou on change cette valeur. Tac, tac, tac. Regardez bien que dans la fonction changeNumber, PTR, il pointe vers n, qui sait où n existe dans la mémoire. Alors que si je reprends mon premier exemple que je vous ai montré sans l'utilisation des pointeurs, si on va reprendre notre premier cas, là, on va voir ce qui se passe. Donc, n est égal à 22, on affiche la valeur de n est égal à 22, on appelle la fonction changeNumber, donc qui a PTR. Je vais garder le même nombre de variables, mais ça ne change rien. Mais ce n'est pas un nom significatif parce que là, c'est pas un pointeur, c'est un entier, c'est pas grave. Donc, changeNumber est là comme variable dans ces paramètres PTR qui est là en entier. Tac. Donc, PTR, maintenant, il prend comme valeur 22, d'où le nom passage par valeur. Parce que là, c'est comme si on a écrit PTR est égal à 22. Et dans les exemples avec les pointeurs, on passe la référence à la variable, donc on passe son adresse mémoire, d'où le nom passage par référence. Donc la fonction, elle sait où telle variable existe dans la mémoire, donc on lui passe sa référence dans la mémoire. Tandis que comme ça, avec cet exemple-là, on fait un passage par valeur. Donc c'est comme si on a écrit PTR est égal à 22, après PTR égale à 999, mais la n, on n'a rien changé dans la fonction main où n est initialement égal à 22. Tac, tac, tac. En gros, c'est ça le passage par valeur et le passage par référence. Et le déréférencement des pointeurs et des doubles pointeurs. Bon, si ce n'est pas encore très clair, ce que je peux faire comme exemple aussi, c'est ce que moi
Mon objectif, c'est ne pas avoir des problèmes, de ne plus avoir plutôt des problèmes et des lacunes avec les pointeurs, les doubles pointeurs, le déréférencement des pointeurs. Parce que c'est très important, on doit tout bien savoir gérer les pointeurs. Parce que vous en aurez besoin jusqu'à la fin du trimestre. Donc, je vais refaire la même chose, mais dans la même fonction. Donc là, on a PTR est égal à l'adresse de L, int un pointeur sur un entier égal à l'adresse de PTR. Au lieu d'appeler la fonction, tac, tac. Donc en gros, là, on a n est égal à 22, PTR est égal à l'adresse de n, PPTR est égal à l'adresse de PTR. Ah, pardon. Tac. Ou pour faire simple, je vais l'appeler PTR1 et PTR2. Ouais, ça prend l'adresse de PTR1. Là, si je veux changer la valeur de n, je peux faire n est égal à 55. Tac. Je vais prendre ce code-là et le mettre dans Python Tutor. Ça va mieux voir ce qui se passe. Euh, tac. Donc on va faire la exécution. Comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe visuellement. Donc on a n est égal à 22. PTR1 est un pointeur sur un entier. Donc il va pointer vers n. PTR2 est un pointeur sur un entier qui pointe vers PTR1, puisque c'est un pointeur sur un entier. N est égal à 55. Donc là, on fait un changement classique de la valeur de n. Disons maintenant qu'on veut faire un changement avec PPTR, PTR2, pardon. PTR2, puisque PTR2 est un double pointeur et nous, on veut changer la valeur de n, on doit faire double étoile, PTR2 est égal à 55. Tac, 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 tac. Les trois premières étapes, c'est la même chose. 5 premières étapes. Donc là, PTR2, à partir de là, on va changer la valeur de n et ça va devenir 55. Tac. Faites gaffe, si je fais juste étoile PTR2, dans ce cas-là, je change la valeur de PTR1 parce que PTR2 est un double pointeur sur un entier. Donc, en gros, il fait référence à PTR1. Donc, si je fais un seul déréférencement avec PTR2 et je mets égal quelque chose, en tout cas, ce n'est pas, c'est une erreur de syntaxe parce qu'en gros, c'est comme si j'ai fait PTR1 égale à 55. Donc ça, PTR1 est un pointeur sur un entier. Donc il prend comme valeur l'adresse mémoire d'un entier. Et dans ce cas-là, c'est comme si j'ai lui littéralement passé un entier. Donc une erreur de syntaxe. C'est comme si tu déclares un caractère qui s'appelle A et tu lui passes un nombre décimal. Ou tu déclares un entier et tu lui passes une chaîne de caractères. Donc, tu déclares un type et tu lui passes la valeur d'un autre type. Donc, on doit faire gaffe. En tout cas, il y a deux fautes là. C'est que on fait un déréférencement par un seul astérisque. Donc là, ça nous mène vers PTR1 et non pas vers N. Et c'est comme si on change la valeur de PTR en 55, qui est une erreur de syntaxe.
qu'on doit faire vraiment gaffe. On peut faire ça en tout cas. Supposons par exemple, on a un autre entier qui s'appelle m. Et m est égal à 0. 1, ok. Euh, et disons que on va faire un seul déréférencement de PTR2, dire, bah, ça devient l'adresse mémoire de M. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un déréférencement avec PTR1 est égal à 55. Là, on va voir la valeur de M au lieu de N. Si c'est un peu embrouillant, c'est pas grave, on va voir ce qui se passe dans l'outil de visualisation, étape par étape. En gros, là, on va avoir n est égal à 22, tac, n est égal à 22. M est égal à 1. PTR1 est un pointeur qui pointe vers un entier, et dans ce cas-là, il pointe vers n. PTR2 est un pointeur sur un entier, donc un pointeur sur entier, donc il pointe vers PTR1. On va voir la valeur de m. La valeur de m est égale à 1. On va faire un déréférencement à la ligne 12. Donc, PTR2, il pointe vers 1. Et si on fait un déréférencement, donc comme ça, c'est comme si, bon, je vais écrire, c'est comme si on a fait PTR1 est égal adresse de M. Tac. Vous voyez ce qui se passe? Regardez bien. Donc, dans la ligne 12, on va l'exécuter parce que jusqu'à maintenant, PTR1, il pointe vers N. On est d'accord de ce qu'on a déclaré dans la ligne 7. PTR1 est égal à l'adresse de N. Si je fais un seul déréférencement avec PTR2, étoile PTR2, donc PTR2, il pointe vers PTR1. Et quand je fais un déréférencement, c'est comme si j'écris PTR1 est égal quoi? Est égal adresse de M. Vous voyez bien que PTR1, j'ai sauté une étape, PTR1 ne va plus pointer sur N, mais il va pointer sur M. C'est le cas. Et là, je fais un déréférencement avec PTR1, qui change la valeur de M, égale à 55. Tac. Donc, faites vraiment gaffe. Pourquoi je vous ai montré cet exemple? Le but n'est pas de vous embrouiller, mais de vous montrer qu'on doit vraiment faire gaffe quand on a un simple pointeur et un double pointeur. Donc, on doit faire gaffe, surtout avec les doubles pointeurs, les triples pointeurs, ainsi de suite. Quand on fait un déréférencement, on fait un déréférencement vers quoi? Donc, le nombre d'astérisques est important. Euh, Tac, donc on a vu les tableaux, les boucles, passage par valeur, passage par référence et les pointeurs. Donc là, on va retourner au dernier sujet pour voir la récursivité. Donc, pour la récursivité, j'ai déjà un bout de code que j'ai préparé pour gagner du temps. Hop. Donc là, fonction classique avec laquelle on utilise assez souvent la récursivité, c'est le factoriel. Le factoriel de 4, c'est en gros 4 fois 2.
fois 3 fois 2 fois 1. Le factoriel de 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ainsi de suite. Le factoriel de 10, c'est 10 fois 9 fois jusqu'à fois 1. Donc, c'est ça le factoriel. On peut l'implémenter avec une boucle, mais on peut aussi l'implémenter avec la récursivité. Donc, dans notre exemple, on utilise la récursivité. Donc là, on a dans la fonction main n est égal à 4. On va appeler la fonction fact qui va s'occuper du calcul du factoriel de num, qui dans ce cas-là est égal à 4. On va le mettre dans la variable result. On va afficher le résultat. Donc, factorial of ce cas-là 4 is le résultat. On retourne 0. Donc, la fonction fact, elle retourne un entier. Elle prend un entier. Il y a la condition d'arrêt de notre fonction récursive, donc le, le cas de base. Quand on va définir une fonction récursive, on doit toujours l'avoir. C'est comme une condition d'arrêt dans une boucle. S'il n'y a pas de condition d'arrêt, ça tourne à l'infini, ça va faire un stack overflow. Donc c'est très important de bien l'avoir dans la tête. Donc si n est égal à 1, on retourne 1. Sinon, on retourne n fois factoriel de n-1. Donc là, je vais vous montrer vite fait sur Python Tutor ce que ça donne. Et mis à part ça, je vais vous faire le tournage à la main parce que c'est pas très représentatif le Python Tutor pour la récursivité. Tac, tac, hop. Donc, il a fini sa compilation. N est égal à 4. Donc, on est toujours dans le main, hein. On n'a pas passé à la fonction fact. Result. Donc là, je vais retrouver derrière. Result est un entier qui n'a pas de valeur encore, parce qu'il va appeler la fonction fact num, donc fact 4. Tac. Donc fact, on va lui passer n est égal à 4. Tac. Si n est égal à 1, retourne 1. Donc n est égal à 4, donc cette condition n'est pas valide. On va passer à la ligne suivante. Retourne 4 fois factoriel de 3. Hop. Là, n est égal à 3, la condition n'est pas valide, donc là, on retourne 3 fois factoriel de 2. Tac. Donc 2, tac, on retourne 2 fois factoriel de 1. Tac. Donc 1 est égal à 1, bien sûr, on retourne 1. Tac, 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 tac. Et au final, la valeur était 24. Donc là, c'est pas très représentatif. Parce que pour vous expliquer, je préfère utiliser un autre outil de tableau blanc pour vous expliquer comment faire le tournage à la main par vous-même, comment expliquer la logique du code, parce que c'est important pour les étudiants d'Olverton, parce que par la suite, vous allez passer des manual reviews, notamment pour le projet printf et le projet simple shell. Donc, vous devez savoir comment faire, pas au détail près, mais comment faire clairement et convenablement un tournage à la main, surtout pour vous, pour mieux comprendre la logique des choses. Et pour vous expliquer ça, j'ai déjà fait une petite explication. Gros, la récursivité utilise euh, un principe qui s'appelle LIFO. Donc, LIFO signifie last in, first out, c'est-à-dire le dernier qui est entré, c'est le premier qui va sortir. Et la récursivité, elle stocke les choses dans le stack. Donc, le stack, c'est une structure de données qui suit le principe de last in, first out. Le dernier qui est entré, c'est le premier qui va sortir.
Donc, disons, bon, j'ai déjà fait un dessin avant, j'ai décidé de garder. Tac, disons que j'ai une pile d'assiettes sales. Ok. Là, je suis en train de nettoyer les assiettes. Disons que ça, c'est mon stack. Stack, c'est pile en français. Tac, tac. Donc ça, stack. Je prends les assiettes sales. Tac, tac. Disons qu'il y a une pile d'assiettes sales là. Tac, tac, tac. Je vais prendre une assiette sale, je la lave et je vais la mettre au stack. Donc, je vais faire une pile d'assiettes. Donc, c'est la première que j'ai mis dans le stack. Je vais prendre la suivante, je vais la laver, je vais la mettre par la suite dans le stack. Je vais prendre une autre assiette, tac, je la lave, je l'ajoute dans le stack. Tac, je prends une autre, je lave, je l'ajoute dans le stack. Là, la dernière que j'ai lavée, je l'ai rajoutée dans l'assiette, dans la pile d'assiettes. Par logique, si quelqu'un a besoin d'une assiette, il ne va pas prendre la dernière, celle qui est tout en dessous, parce que ça va, il risque de tout casser et c'est pas la logique. Donc le stack, donc le principe de last in, donc le dernier que j'ai mis, first out, c'est le premier qui sort. Donc la dernière assiette que j'ai ajoutée dans la pile, c'est la première qui va sortir. La suivante, ça va être celle que j'ai ajoutée juste avant celle-ci. Elle va sortir. Tac, tac, tac. Et la première assiette que j'ai ajoutée dans la pile, ça va être la dernière qui va sortir de la pile. Donc, d'où le last in, first out. Dernière entrée, premier sorti. Donc, la récursivité, elle utilise le stack. Donc, d'où le principe de last in, first out. Là, je vais vous montrer concrètement qu'est-ce qui se passe. On va faire le tournage à la main. Tac. Donc là, on a le même code, on a toujours le même code. On a fact qui prend n en tant qu'entier. Si n est égal à 1, on retourne 1. Donc c'est notre cas de base, donc la condition d'arrêt pour arrêter la fonction récursive. Sinon, on retourne, donc si cette condition n'est pas valide, on va retourner n fois factoriel de n-1. Donc si n est égal à 3, on va retourner 3 fois factoriel de 2. Donc, dans la fonction main, pour retourner aux choses initiales, on a num est égal à 4, on appelle la fonction fact avec num, donc c'est comme si on appelle fact avec 4, là, fact 4. Ok, donc c'est la première chose qu'on fait. Donc fact 4, qu'est-ce qui va se passer? Donc si on va faire le tournage à la main de cette fonction, de la fonction fact, ligne par ligne. Donc n est égal à 4, if n est égal à 1, donc, est-ce que 4 est égal à 1? Non, c'est faux, la condition n'est pas vraie. Donc, je ne vais pas rentrer à l'intérieur de la condition. Donc, je vais sauter ça, je vais venir juste après la condition. Donc, il y a une vide. Et après, il y a quoi? Il y a return n fois factoriel de n-1. Qui veut dire, donc pour fact 4, on retourne quoi? On retourne 4 fois factoriel 3. Et du coup, on appelle de nouveau la fonction fact avec 3. Ce qui se passe, c'est, hop, on ajoute dans le stack une autre invocation de la fonction fact, mais dans ce cas-là, avec 3.
Et du coup, on va faire le tournage à la main. Donc, fact 3. Donc, sachant que là, pour fact 4 maintenant, on a fait return 4 fois factoriel de 3. Donc, le fact 4, il est en attente ici, hein. Le fact 4, il est en attente. Parce que là, on a fait 4 fois factoriel de 3. Donc, le fact 4, il attend le résultat de fact 3. Donc, d'où l'appel à la fonction fact avec 3 et l'ajout de fact 3 dans le stack. Parce que c'est ce qu'on fait littéralement et c'est ce qui se passe littéralement dans la mémoire. Donc, fact 3, on va faire pareil. Donc, n est égal à 1. C'est faux parce que 3 n'est pas égal à 1. On va sauter ça. On a quoi? On a return n fois factoriel de n-1. Donc, dans ce cas-là, 3 fois factoriel de 2. Tac. Qu'est-ce qui se passe? 3 fois factoriel de 2. Je vais enlever ça. Ce sera plus simple. Ça, facile à lire. OK. Tac, tac. Donc, fact 3, il est en attente de quoi? De fact 2, puisqu'on a invoqué la fonction fact avec 2. Dans ce cas-là, on ajoute dans le stack, puisqu'on a invoqué la fonction nouveau, on ajoute l'invocation dans le stack. C'est ce qui se passe dans la mémoire. Donc là, on retourne, on va refaire la fonction library. Donc, int n est égal à 2, if 2 est égal à 1. C'est faux parce que 2 n'est pas égal à 1, donc on ne va pas rentrer dans la boucle. Tac, return 2 fois factoriel de 1. Donc le fac2, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne. Tac, non, c'est pas ça. Donc il retourne 2 fois factoriel de 1. Donc pareil, le fac2, il va attendre le retour de fact1, puisqu'il appelle le fact1. Donc tac, là, non, c'est pas ça ce que je voulais faire. Hop. Donc on appelle le fact1 et on l'ajoute bien évidemment dans le stack. Le fact1, donc fact n est égal à 1. Donc if 1 est égal à 1, retourne 1. Donc là, 1 est égal à 1. 1 est égal à 1. C'est vrai, la condition est valide. Donc on va retourner 1. Et pour fact1, la fonction est finie. Donc là, on a fait un return. Donc on sait bien que dans une fonction, quand on a un return, on termine la fonction. La fonction termine son exécution. Mais il faut que le return soit complet. Pour le fact 4, 3 et 2, il n'est pas complet parce qu'à chaque fois dans le return, on appelle une autre fonction. Donc le fact 1, il a fini et il a retourné 1. Tac. Donc, le fact 1, il a fini, il a retourné 1. Donc, le fact 1, il a fini. Donc, c'était le dernier qu'on a ajouté dans le stack. Et ça va être le premier qui va sortir. D'où le last in, first out. Donc, hop, on va mettre quelque part ici pour dire, oh, on s'est débarrassé de lui. Donc, il a retourné 1 pour qui? Pour fact 2. Parce que fact 2, il était en attente ici. Le fact 2, il a appelé fact 1. Il attendait son résultat. Donc là, puisque fact2 égale, il retourne normalement 2 fois fact1, donc il retourne 2 fois 1 est égal à 2.
Donc, le fac2, il retourne 2. Donc, puisqu'il a terminé son exécution, il sort du stack. Il retourne 2 pour qui? Il retourne 2 pour fact3. Là, fact3, il attendait le retour de fact2. Donc, fact3, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 3 fois 2, qui est égal à 6. Donc là, le fact3, il termine son return parce qu'il était en attente à cette étape-là. Là, il retourne 6 pour qui? Pour le fact4. Donc le fact3, il a terminé son exécution. Hop, il sort du stack. Et du coup, le dernier, qui est le fact4, euh, qui retourne quoi? Qui retourne 4 fois fac de 3. Donc, il était en attente du retour de fac 3. Donc là, le fac 3, il a terminé son travail. Il retourne 6. Donc, ça fait 4 fois 6 est égal à 24. Et du coup, le fac 4, il termine son exécution. Il sort du stack. Il retourne 24. Et le return ici est égal int return égal à 24. Et on affiche printf factorial of 4 is 24. Et on termine la fonction. En gros, c'est ça ce qui se passe littéralement. Et comment les appels à une fonction récursive sont représentés dans le stack. C'est littéralement ça ce qui se passe. Donc, je vous invite à prendre pour les étudiants Alberton, à prendre les questions des quiz du projet Recursion ou des bouts de code que vous avez déjà codés par vous-même ou des petits codes très simples même. C'est pas l'objectif de prendre un code compliqué. Prenez toujours des codes simples. Faites le tournage à la main avec des codes simples. Essayez de comprendre et de développer la visualisation des choses dans vos têtes avec des codes simples, parce que c'est un entraînement mental, intellectuel, ça prend du temps pour que ça devienne facile. C'était pas facile pour moi la première fois, mais avec des schémas et tout, petit à petit, ça devient inné. Donc, je vous invite à faire ça, à utiliser beaucoup des tableaux blancs, à utiliser des outils comme Python Tutor ou autres pour simplifier les choses, mais surtout utiliser des tableaux blancs parce que c'est comme ça qu'on apprend. J'espère que ça vous a fait une bonne petite révision des des notions des derniers projets, donc surtout les tableaux, les boucles, surtout les pointeurs, la récursivité, parce que vous en aurez besoin, surtout pour les prochains projets. J'espère que ça va être utile pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine dans un nouveau live coding. Salut tout le monde!